Un 737 qui effectue sa descente vers la Nouvelle-Orléans a droit à une fin de vol chahutée. On se faisait rudement secouer. Un orage violent a surpris les pilotes. Mayday, TACA 110, on est en plein orage. C'est l'équivalent d'une bombe atomique. Tout est devenu noir et toutes les alarmes se sont déclenchées. On a perdu un moteur. Les deux. Privé de poussée, l'avion n'ira pas loin. Je ne suis pas sûr d'y arriver. Les moteurs ne fournissent plus de puissance. Pour les 38 passagers, le cauchemar commence. Ils vont bientôt s'écraser. Là, on y va? On va se gêner. Ok. Pour éviter le drame, l'équipage doit réussir un des plus grands exploits de l'histoire de l'aviation commerciale. Bon. Un Boeing 737 flambant neuf traverse un orage de pluie mêlé de grêle à 30 000 pieds au-dessus du golfe du Mexique. On va être un peu secoué. TACA Airlines est une petite compagnie familiale basée au Salvador. Son vol 110 a quitté Belize City un peu moins de 2 heures plus tôt, à destination de la Nouvelle-Orléans. Parmi les 38 passagers, nul n'a plus hâte d'arriver aux États-Unis que Lee Burmeister. J'avais passé à peu près un mois au Costa Rica où j'avais eu une crise d'appendicite. Je m'étais fait opérer dans un petit village, mais ça avait été un moment difficile. Et j'avais vraiment envie de rentrer. Ce mauvais temps contraste fortement avec le début du vol. Je me souviens qu'il y avait un grand soleil quand on a décollé du Belize. Et tout allait bien. Et comme ça, on est passé du beau temps au ciel le plus noir que j'ai jamais vu pour un après-midi. Dans le golfe du Mexique, le mois de mai est une période où la météorologie est imprévisible. Des orages violents se forment en quelques minutes. Les orages recèlent tout un tas de dangers. Des fortes pluies à la grêle, en passant par la foudre, les micro-rafales, le cisaillement de vent, le givrage fort. C'est l'équivalent d'une bombe atomique. Une explosion d'énergie. Pour éviter les zones dangereuses, l'équipage les surveille à l'aide d'un radar qui manque malheureusement d'efficacité. Les radars météorologiques embarqués fonctionnent généralement en bande X. Ça correspond à une gamme de fréquences dont la puissance est limitée. Par exemple, la grêle n'apparaît pas sur ces appareils. Parfois, on a affaire à de la grêle. Mais l'écran du radar météo n'affiche qu'une zone verte ou jaune, pas rouge comme dans le cas des orages. Et malheureusement, c'est une des raisons pour laquelle on doit rester le plus loin possible de ces phénomènes. Carlos Dardano est né pour être commandant de bord. À seulement 29 ans, il est le représentant de la 3e génération de pilotes de la famille. Depuis tout petit, je rêvais de devenir pilote, de passer mon temps au milieu des avions. Mais il a dû franchir des obstacles inouïs pour décrocher son brevet. En 1982, 6 ans plus tôt, il travaillait pour une petite compagnie d'aviation générale. Je faisais un peu l'avion-taxi à travers le pays. Le Salvador était alors déchiré par une guerre civile meurtrière. Sur un petit aérodrome, j'ai été touché au visage par des tirs de guérilleros. Quoique grièvement blessé, il parvient à mettre ses passagers à l'abri. J'ai décollé et j'ai volé très bas pendant une vingtaine de minutes, le temps de rallier un aéroport. Mais il perd son œil gauche.
La balle est entrée ici et elle a traversé. Toutefois, il refuse de renoncer à son rêve et malgré son handicap, il décroche son brevet de pilote professionnel. TACA 110, approche finale pour la piste 28. Descente à convenance. Vous maintiendrez 4000 pieds. Merci. TACA 110, 4000. Le copilote Dionisio Lopez compte plus de 12 000 heures de vol et a déjà souvent travaillé avec Carlos Dardano. Instructeur de vol chez TACA, le commandant Arturo Soli est à bord pour analyser les performances du nouvel avion. La compagnie a pris livraison de ce 737-300 seulement 2 semaines plus tôt. La grêle va rayer la peinture. On avait vraiment peur que la peinture s'abîme parce que l'avion était flambant neuf. Le 300 est le dernier né de la gamme d'avions de passagers bimoteurs la plus vendue du monde. Il est plus aérodynamique que ses prédécesseurs. Et il est équipé d'un nouveau turboréacteur à la pointe de la technologie. Quand on ramène un nouvel avion qui coûte plusieurs millions, qui est tout nouveau, tout beau, il n'y a pas qu'à l'équipage que ça fait plaisir. À la compagnie aussi, surtout une petite. Donc c'était un sacré événement. À 50 km de la Nouvelle-Orléans, l'avion entame la descente finale. On a eu l'impression de percuter un mur. On sentait de fortes turbulences et dans le poste de pilotage, il y avait un vacarme énorme à cause des grêlons qui frappaient l'avion. Asseyez-vous et attachez-vous, s'il vous plaît. C'était horrible. Il y avait plein d'éclairs, le vol était difficile et on se faisait rudement secouer. Dis au PNC de s'asseoir. PNC, asseyez-vous. Soudain, à moins de 17 000 pieds, l'inquiétude monte d'un cran. C'était très bizarre. Je n'avais encore jamais vu les lumières s'éteindre à cause de turbulences. Tout est devenu noir et toutes les alarmes se sont déclenchées dans le poste de pilotage. Je n'avais plus d'instrument, donc j'ai appuyé 2 fois sur la manette des gaz. Je suis revenu aux fondamentaux. J'ai essayé de contrôler l'avion. Plus de puissance. Mais je n'avais plus de puissance. Rien. L'avion va encore suffisamment vite pour planer, mais ça ne durera pas. Il va rapidement perdre de l'altitude. Sans moteur, il n'y a plus d'électricité pour le matériel. Dans la tour de contrôle de la Nouvelle-Orléans, le vol 110 disparaît du radar. TACA 110, approche, votre altitude. TACA 110, approche, vous m'entendez? Sans électricité, tout échange radio est impossible. Il n'y avait pas un bruit. On n'entendait pas les moteurs. Il n'y avait pas de lumière. Comme quand on est dans une pièce sombre privée de courant. En moins d'1 minute, le 737 a perdu presque 1000 pieds, environ 300 mètres, et il continue de descendre. On perd 1500 pieds à la minute. Et sans électricité, redémarrer est également impossible. On n'avait pas beaucoup de temps pour trouver un endroit où faire un atterrissage d'urgence ou pour parvenir à rallumer les moteurs. Seuls l'altimètre et l'indicateur d'altitude, qui sont équipés de batteries de secours, fonctionnent encore. Démarre l'APU. L'APU est un groupe électrogène auxiliaire qui alimente en électricité les systèmes principaux. Mais sa mise en route prend du temps.
Et à chaque minute qui passe, le Boeing s'approche un peu plus des eaux du golfe du Mexique. Il n'y avait pas un bruit. On entendait la grêle frapper l'avion. Je me suis dit que c'était la fin, qu'on allait tomber, que ma dernière heure avait sonné. Surveille les indicateurs. Sans ces moteurs, cet avion sophistiqué s'est transformé en planeur de 43 tonnes. On se demandait si on pouvait mettre l'APU en route assez vite. On planait au milieu d'un orage et on essayait de remettre le courant. APU démarré. Quand les lumières se sont rallumées, j'ai été soulagé. Je me suis dit que ça avait été un problème temporaire et sans gravité. L'APU fournit une alimentation électrique de secours aux systèmes embarqués, mais les moteurs ne fonctionnent toujours pas. Pour redémarrer les turboréacteurs à double flux, l'équipage doit suivre la procédure de rallumage. Sur ralenti et pompe sur off. L'APU peut fournir assez d'électricité pour redémarrer, mais ça prend du temps. Il faut environ 30 secondes, mais on a l'impression que ça dure une vie entière. Dis au contrôleur de nous sortir de cet orage et de trouver une piste. Mayday, TACA 110, on est en plein orage. On a besoin d'un guidage pour une piste immédiatement. On a perdu un moteur. Les deux. Les deux moteurs. Compris. Les deux moteurs TACA 110. Le contrôleur doit se débrouiller pour faire atterrir le 737 le plus vite possible, quitte à l'orienter vers un autre aéroport. TACA 110, tournez à gauche, cap 280. Guidage pour base de Callender, piste 22. L'avion étant à 32 km de sa destination initiale, il a de meilleures chances de rallier une base navale distante de seulement 27 km. Mais il n'atteindra ni l'une ni l'autre sans ses moteurs. 28, 29, 30, maintenant. À 1500 mètres du sol, le moteur gauche repart. Vitesse. Bien. Bon travail. Occupe-toi de l'autre. L'avion peut voler avec un réacteur. Mais compte tenu de la météo, mieux vaudrait avoir les deux. Demande guidage pour la Nouvelle-Orléans. On a rallumé un moteur. Guidage pour la Nouvelle-Orléans. TACA compris, cap 290. Guidage autour des orages par votre droite. Le commandant Sully termine la procédure de rallumage du moteur 2. On va récupérer le 2. Et voilà. Vitesse. Bien. Tu as les deux. Les réacteurs étant repartis, la crise semble avoir été évitée. On a récupéré nos deux moteurs. Merci pour tout ce que vous avez fait. On va descendre au 3-1-0. Les moteurs sont repartis, mais personne ne s'est senti mieux pour autant. Ça allait mal. Je ne sens plus de puissance. Je ne sens plus de puissance. Un problème subsiste. Apparemment, les moteurs fonctionnent, mais ne fournissent aucune poussée. Ils n'ont pas redémarré. Puis, les voyants indiquent une surchauffe. Les réacteurs se consument de l'intérieur et le risque d'incendie oblige le commandant Dardano à prendre une décision que tout pilote redoute. Couper tous les moteurs. Une nouvelle fois,
l'avion privé de puissance perd rapidement de l'altitude. On savait qu'il était impossible de rallumer les moteurs et qu'il fallait chercher un endroit où se poser. L'avion approche des 3000 pieds, soit 900 mètres, à un taux de descente qui ne lui permettra pas d'atteindre la Nouvelle-Orléans. Bon, je vais me poser où? Quand le 737 émerge des nuages, la visibilité s'améliore. Mais il continue de pleuvoir et il reste moins de 3 minutes pour trouver où atterrir. Je ne voyais qu'une zone marécageuse autour de nous. La Nouvelle-Orléans est entourée de canaux et de lacs et protégée par un ensemble de digues, des barrières artificielles anti-inondation. Autant dire que ça n'est pas l'endroit idéal pour se poser. On n'a plus de puissance. TACA 110, je vous guide pour l'aéroport de Lakefront. Vous êtes à 11 nautiques. Je ne suis pas sûr d'y arriver. Les moteurs ne fournissent plus de puissance du tout. Il va falloir qu'on atterrisse. On va déclarer une urgence. Il faut qu'on décide où se poser. TACA 110, voyez-vous un repère au sol? Oui, TACA 110, il y a une autoroute droit devant vous à midi à 7 nautiques. voyons voir. C'est peut-être la seule solution. C'était sûrement une possibilité, mais sur une autoroute, il y a toujours des voitures. Il n'était pas question que je me pose là parce que je risquais de tuer encore plus de gens. Ce n'était pas envisageable. 11 ans plus tôt, un avion de Southern Airways, confronté à une urgence identique, s'était posé sur une route de Géorgie aux États-Unis. L'atterrissage en catastrophe avait tué 9 personnes au sol et 63 à bord. On n'arrivera pas jusque-là. Lakefront est à 6 nautiques, c'est faisable? Non, on est à 2000 pieds et on descend. Il n'y a plus qu'une solution, Je crois qu'on va amérir ici. se poser sur l'eau. TACA 110, compris. À vous de voir. Ça a été le dernier échange avec la tour. À ce moment-là, on devait être autour de 1500 pieds. Nouvelle-Orléans Tour, 737 en approche. Amérissage probable. 45 personnes à bord. Les gardes-côtes interviennent aussitôt. Carlos Dardano compte amérir sur un canal qui se trouve devant lui. Bon. Là. Vas-y doucement. À bord, on se disait tous qu'on n'allait pas s'en sortir. On avait l'impression que c'était la fin, que c'était fichu. Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai aucun renseignement. Il suffisait de regarder les stewards. Pas besoin de comprendre ce qu'ils se disaient pour voir qu'ils paniquaient. Le 737 ne peut plus rester en l'air qu'une minute. Tandis que Carlos Dardano cherche une portion de canal où atterrir, une autre solution se présente. Là, regarde ça. Lopez a repéré une digue parallèle au canal vers lequel on faisait notre approche. Sur l'herbe? Oui, allons-y. Bien que plus courte et plus étroite qu'une piste, la digue paraît plus sûre que le canal. On y va? On va se gêner. Mais il faut faire vite. Préparez la cabine. On n'a pas le temps de se demander si on a peur. Donc je ne peux pas dire que j'avais peur. Il fallait préparer la cabine. La tête entre les genoux et agrippez vos chevilles. Je devais me mettre en position de sécurité, mais j'avais du mal à cause de mon opération. Je le crois pas. J'avais des points de suture au milieu du ventre. Suture, opération. Les passagers n'ont que quelques secondes pour se préparer. On leur a demandé d'enlever leurs chaussures et de retirer leurs bijoux. Il fallait qu'ils mettent leurs chaussures sous le siège qui était devant eux. On a passé en revue la checklist d'urgence.
Le contrôleur aérien qui ne voit plus le 737 sur son écran demande à d'autres avions de le localiser. Tequila Alpha 26, pourriez-vous vérifier votre secteur est-sud-est à 3-4 nautiques? On a perdu un 737. Qu'est-ce que vous voyez? Compris, Tequila Alpha 26. Je vais voir ce que je peux faire. J'ai pris peur quand je suis retourné m'asseoir. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment été effrayé. Bon, sors le train. Bien. Mais le commandant vole toujours en direction de l'eau. La digue était à droite. Pour avoir une chance de s'y poser, il doit faire un changement de trajectoire très brusque, qui exige d'exécuter une manœuvre risquée baptisée glissade. Donc, il a fallu faire une petite glissade pour s'aligner et atterrir correctement. C'est une manœuvre réservée aux petits avions ou aux planeurs qui n'est pas prévue pour un appareil de 43 tonnes. Mais c'est un risque à courir. On s'accroche. J'ai prié. Je n'arrivais pas à croire ce qui nous arrivait. L'avion n'est plus qu'à 700 pieds, environ 200 mètres. Sans moteur, les pilotes n'auront pas d'inverseur de poussée pour ralentir une fois au sol. Et privé d'un œil, Carlos Dardano ne pourra pas évaluer la profondeur à l'approche de la bande herbeuse étroite, égorgée d'eau. Mon Dieu, mon Dieu! Je m'étais préparée à voir l'avion exploser. Je m'étais préparée à une tragédie. Et dans ma tête, j'avais dit adieu à ma famille. On y est. Il y a un mur en ciment à l'entrée de la digue et un talus très incliné sur la gauche. Y a-t-il assez de place pour se poser? Attention à l'aile gauche. J'ai vu. Allez. On tient le bon bout, ma poule. On tient le bon bout. On a posé une roue, puis une autre. Si ça a été brutal, oui. Si les ceintures avaient cassé, on aurait été projetés. Sur l'herbe détrempée, l'avion risque de déraper et de basculer dans l'eau. Je me contentais de maîtriser l'avion. Je n'appuyais pas sur les freins pour ne pas perdre le contrôle au dernier moment. Les spoilers étaient sortis, donc on se disait simplement « On va y arriver, on va y arriver ». Bravo. Bravo. Bravo, mon ami. J'ai été surpris. Ça a été brutal. Mais chouette, parce qu'on était vivants. L'atterrissage a été spectaculaire. Il s'est passé tout en douceur. Il n'y a même pas eu de turbulence. C'était absolument parfait. Je crois que ça a été mon plus bel atterrissage. Par le hublot, je n'ai pas vu de flamme. Donc j'ai ouvert la porte et j'ai déployé le toboggan d'évacuation. Prenez la sortie la plus proche. Il fallait sortir parce que l'avion allait exploser. Le contrôleur ignore tout du sort du vol 110, quand un autre avion lui transmet la bonne nouvelle. Tequila Alpha 26, tout a l'air bon. Le pilote a dû faire du très bon boulot. Il a réussi. Et devinez où il est. Pour la première fois dans l'histoire, un 737 privé de moteur s'est posé sans anicroche hors d'un aéroport.
Les enquêteurs doivent désormais découvrir pourquoi les réacteurs sophistiqués de cet avion flambant neuf ont rendu l'âme en plein vol. Les pilotes ont réussi à atterrir moteur coupé. Hasard des circonstances, ils se sont posés sur un terrain appartenant à la NASA, le site Michoud, où on fabrique des pièces pour la navette spatiale. L'évacuation a été rapide. On est sorti tout de suite en glissant sur les toboggans. Je suis allée jusqu'au bout de la digue. Il y avait des infirmières et elles ont examiné mes sutures. Aucune blessure grave. Une personne avait été opérée avant le vol, mais elle va bien. Vous alliez où? À la Nouvelle-Orléans. Peu après, une ambulance est arrivée et on m'a mis sur une civière, direction l'hôpital. On doit remercier Dieu C'est vrai, oui. et notre commandant, parce qu'il a gardé son calme. On ne voit pas ça tous les jours. Quelques heures après l'atterrissage, les enquêteurs entament l'examen du 737. Voir un avion qui s'est posé parfaitement intact sur une digue, c'est quelque chose d'incroyable. C'est plus qu'incroyable. Avant les questions, je tiens à vous dire, bel atterrissage. Quand les ennuis moteurs ont-ils commencé? Les enquêteurs veulent savoir ce qui s'est exactement passé lors de l'extinction des moteurs. On descendait passant le niveau 165 quand les moteurs se sont arrêtés en même temps. L'éventualité que ça se produise est infinitésimale. D'autant que cet appareil est doté de réacteurs comptant parmi les plus sophistiqués et les plus utilisés, les CFM56. Ils équipent les Boeing 737 ainsi que des Airbus et des avions militaires. Le CFM56 était une merveille. Il y en avait des milliers en circulation qui ne tombaient presque jamais en panne. Pourtant, 2 d'entre eux ont eu une défaillance simultanément sur le même avion. Et les enquêteurs doivent découvrir pourquoi. J'ai rarement traversé un orage pareil. Ils s'intéressent à la météorologie. Que des moteurs s'éteignent en vol, c'est quelque chose de rarissime. Donc on s'est concentré sur ce qui pouvait provoquer un événement pareil. Est-ce que c'était lié à l'environnement, puisque l'avion traversait une zone de pluie et de grêle? Et l'orage? Les vents étaient violents. Il y avait tant de pluie et de grêle qu'on voyait à peine dehors. Les bosselures révèlent que des grêlons de près de 2,5 cm de diamètre ont bombardé le fuselage. S'ils ont réussi à endommager l'extérieur de l'avion, ont-ils aussi pu provoquer des dégâts à l'intérieur des moteurs? Un turboréacteur à double flux se compose notamment d'une soufflante et d'aubes. La soufflante fait entrer l'air dans le moteur. Un ensemble d'aubes le comprime, puis le gaz est mélangé avec du carburant et mis à feu pour faire tourner la turbine. On commence par observer les pièces à l'avant et à l'arrière du réacteur pour voir s'il y a des dégâts susceptibles d'indiquer que quelque chose est entré dans le moteur ou que quelque chose a cassé à l'intérieur. On observe les entrailles du moteur avec un endoscope. On place une petite caméra au bout d'un bras pour examiner la partie chaude du moteur. La grêle n'a pas abîmé le compresseur. Va plus loin, on va regarder le milieu. La turbine, elle, est carbonisée. Regarde. Elle a presque entièrement fondu. Quand un moteur est victime d'une surchauffe pendant suffisamment longtemps, il arrive que les aubes de la turbine finissent par fondre.
Et l'alarme de température? Les moteurs ont surchauffé dès leur allumage. Compte tenu des dégâts, la fonte des aubes, les turbines ne peuvent plus produire de poussée. Mais ça n'explique pas pourquoi les moteurs avaient cessé de fonctionner une première fois. Quelque chose a provoqué l'arrêt des moteurs. Ils se sont rallumés et c'est seulement à ce moment-là qu'ils ont pris feu. Mais avant de chercher des réponses, les enquêteurs doivent s'occuper d'un problème plus pressant. L'avion est en train de s'embourber. Il ne peut pas rester là. Peut-être que la NASA aura une idée? La digue n'a pas été construite pour supporter 43 tonnes. Un avion a un poids énorme, réparti sur une petite surface. Et s'il reste là, il va s'enfoncer jusqu'au couvre-moyeu. Il y avait à peine assez de place sur la digue pour atterrir, mais décoller pourrait s'avérer encore plus problématique. Il y avait 3 possibilités. 1 en décollant, 2 en le démontant, 3 en le mettant sur un chaland. Mais ça n'est pas si facile que ça. Le démontage pouvait provoquer des dégâts supplémentaires. Il peut décoller? Décision est prise de tenter de décoller pour rallier la Nouvelle-Orléans. Le problème avec cette solution, c'est qu'il fallait des moteurs fiables. Donc on a remplacé celui de droite qui était cuit et révisé celui de gauche qui était encore utilisable. Une fois le moteur droit remplacé, des pilotes d'essai font décoller l'avion pour le conduire jusqu'à l'aéroport de la Nouvelle-Orléans, distant de 25 km. C'est une belle opération de sauvetage qu'on est en train de faire. On peut accélérer jusqu'à atteindre la vitesse de décollage et ensuite, on pourra s'arrêter où on voudra. N'étant alourdi ni par ses passagers ni par un excès de carburant, l'avion décolle au bout de seulement 365 mètres, marquant ainsi de manière spectaculaire la fin de l'enquête sur les lieux de l'incident. La plupart des fois où un avion arrive intact dans un endroit imprévu, il ne peut pas repartir en volant. Ça a été un coup de chance. Bonjour. Les enquêteurs doivent désormais comprendre pourquoi les moteurs se sont arrêtés en plein vol. Si c'est la faute de la pluie, des milliers d'autres avions sont menacés. C'était incroyable, parce que ces réacteurs étaient fiables. Orage ou pas, ils devaient fonctionner. Alors que s'était-il passé? Les CFM56 sont conçus pour résister aux fortes pluies. En vol, l'essentiel de l'eau est détourné de l'intérieur du réacteur et ce qui entre doit pouvoir s'évaporer ou être évacué. Les moteurs ont été envoyés au centre d'essai du fabricant, dans l'Ohio. Il y a tout le matériel permettant de simuler une ingestion d'eau. Si un défaut de conception a provoqué la panne, les enquêteurs doivent le débusquer. Et ils comptent sur ces essais pour obtenir des éléments de réponse. Il fallait utiliser les normes de certification que la FAA avait appliquées pour autoriser ces réacteurs. Voyons ce qu'ils endurent. En gros, on projette de l'eau avec des tuyaux directement dans l'admission du moteur. Et on ajuste la quantité d'eau par rapport à la quantité d'air pour simuler les conditions en vol. Malgré des essais rigoureux, aucune défaillance n'a lieu. Donc, ça n'était pas la pluie. Les moteurs fonctionnaient, donc il y avait autre chose. Il fallait s'intéresser à la météo pour voir si elle avait été particulièrement violente. On a perdu un moteur. Les deux. Les 2 moteurs. Les enquêteurs analysent toutes les données disponibles concernant l'orage qui a fait tomber le vol 110. C'était un orage, mais de grêle.
L'avion de l'Ataka s'est retrouvé face à un front au nord, à des vents très forts et à un courant vertical qui a créé plusieurs zones de formation de grêle. Sous des latitudes méridionales, ces phénomènes sont plutôt rares, donc c'était anormal. Les réacteurs sont conçus pour résister à l'eau. Mais les enquêteurs ignorent si la grêle se comporte comme l'eau une fois à l'intérieur. Personne n'a pensé à la grêle. La grêle ne se forme que dans un orage. C'est une goutte d'eau qui gagne de l'altitude jusqu'à atteindre une zone où la température est négative et qui se transforme en glace. En s'alourdissant, elle repasse sous cette limite de température, elle se couvre d'eau et elle remonte dans la zone où elle gèle. Donc, un grêlon se compose de plusieurs couches de glace agglutinées autour d'une particule. Les moteurs ont été étudiés pour résister à des grêlons d'une certaine taille. Les normes de certification de la FAA prévoient des grêlons de 2,5 à 5 cm de diamètre. Mais certains grêlons plus petits ont frappé le 737. Ils ont pu traverser la soufflante et les aubes du compresseur pour s'accumuler au cœur du réacteur où ils ont fondu. Normalement, la grêle n'entre pas à cet endroit. Mais si elle y arrive, que se passe-t-il? Les enquêteurs calculent la quantité de grêle susceptible de s'être engouffrée dans le réacteur, puis estiment le volume d'eau que sa fonte a produit. Ça fait bien plus d'eau. Reste à savoir si cet excédent a submergé les CFM56 au point de les faire s'arrêter. Essayons avec plus d'eau. Cette fois, les robinets sont ouverts en grand pour simuler la fonte de la grêle dans le réacteur. Avec assez d'eau, on provoquerait peut-être une panne. Donc ils ont essayé en faisant tourner le moteur à haut régime, mais en vain. On a raté un truc. Quelque chose de spécifique au fonctionnement de ce moteur avait-il joué un rôle dans la perte de puissance? Les données concernant les performances moteurs tirées de l'enregistreur de paramètres offrent un nouvel indice. Juste avant l'extinction, la puissance est tombée à 35%. Taka 110 approche finale pour la piste 28. Descente à convenance. Vous maintiendrez 4000 pieds. Merci. Taka 110, 4000. Il commençait la descente. Merci. Taka 110, 4000. Au moment de l'approche finale vers la Nouvelle-Orléans, la puissance des réacteurs diminue automatiquement pour ralentir l'avion. Dans cette configuration, les CFM56 n'ont peut-être pas pu faire face à la masse d'eau. On avait fait les tests à plein régime, comme la FAA, sauf que l'avion était en descente. Les enquêteurs refont donc l'essai en réduisant la puissance. On veut voir ce qui se passe avec la même quantité d'eau, mais avec 35% de la puissance, d'accord ? Ça a fait tilt quand ils ont compris que c'était le régime moteur qui permettait de faire face à la quantité d'eau, et vraisemblablement de grêle. Quand la puissance est passée sur ralenti, les réacteurs n'ont plus réussi à faire face. On est fixé. Mauvais timing. Cet essai a donné un résultat très différent. Les enquêteurs ont découvert pourquoi les moteurs se sont éteints. Ça a attiré l'attention sur une chose à laquelle personne n'avait pensé. Au cours de tous les essais, on n'avait jamais utilisé le régime moteur en descente.
Quand l'avion vole à basse vitesse, les grêlons ayant une vélocité et une énergie cinétique significative, ils peuvent se faufiler entre les aubes de la soufflante et s'engouffrer dans le réacteur. Les réacteurs se remplissent de grêlons et d'eau, puis s'éteignent. Il ne reste plus qu'un mystère à résoudre. Je ne sens plus de puissance. Quel problème y a-t-il eu après le rallumage des moteurs? Ils n'ont pas redémarré. Pourquoi y a-t-il eu surchauffe et panne? Quand les moteurs se sont arrêtés, l'équipage a dû intervenir rapidement. Plus de puissance. Pour redémarrer les moteurs, il a d'abord fallu brancher l'APU. Démarre l'APU. Comme les moteurs ne tournaient plus, ils n'aspiraient plus ni air ni eau, et rien ne garantissait qu'ils repartiraient. Si toutes les conditions ne sont pas réunies, il peut se produire une surchauffe au démarrage. Quand il y a trop de carburant par rapport à la quantité d'air admise, les flammes s'engouffrent dans la turbine et il y a un risque de surchauffe. Après avoir étudié le comportement des moteurs, les enquêteurs concluent que la surchauffe et la défaillance consécutive des CFM56 ont résulté d'un incident de ce genre. Mayday, on a perdu un moteur. Les deux. Les deux moteurs. Les deux moteurs. Les réacteurs sont inondés de carburant, mais comme le temps manque pour les purger, Carlos Dardano redémarre. Si le timing n'est pas bon, il y a forcément une surchauffe. Mais loin de moi l'idée de critiquer le pilote qui l'a fait quand son avion tombait. La pluie et la grêle ont nui au fonctionnement d'un avion de ligne moderne, et la catastrophe a été évitée de justesse. Les enquêteurs doivent dès lors trouver un moyen de s'assurer qu'un tel incident ne se reproduira plus. Ce qu'il y a de bien en sécurité aérienne, c'est qu'en cas de problème, tout le monde collabore. Dans ce cas, il fallait faire des changements dans le réacteur. Ça n'était que des ajustements, mais ils ont été faits instantanément. Et on peut saluer ceux qui y ont pris part. La forme du cône et l'espacement des aubes sont modifiés pour que les grêlons entrent moins facilement. Et on pose également des trappes d'évacuation supplémentaires pour purger plus d'eau. L'incident ne s'est plus reproduit, alors que des milliers de CFM volent chaque jour pendant des heures. Dans l'année qui suit l'incident, tous les 737-300 sont équipés de réacteurs modifiés. L'avion de Carlos Dardano reprend du service un mois après sa mésaventure. Là, regarde ça. On y va? On va se gêner. Le comportement de l'équipage a fait date dans le milieu aéronautique. Décider au dernier moment de se poser sur la terre ferme alors que les pilotes allaient amérir, puis réussir la manœuvre, c'était exceptionnel. Les enquêteurs louent le sang-froid du commandant. Attention à l'aile gauche. J'ai vu. Il a évité un drame. Et les médias ont fait de lui un héros. Ces passagers ont de quoi être ravis. Carlos Dardano et son équipage ont gardé leur calme. Et c'est pour ça que 45 personnes sont encore vivantes. La tradition familiale se perpétue chez les Dardano. En effet, le fils et la fille de Carlos ont repris le flambeau et sont devenus pilotes. J'étais furieux de m'être fait tirer dessus. J'ai perdu partiellement la vue, puis j'ai eu cet accident qui s'est bien terminé. 20 ans après, j'ai ma carrière, j'ai une belle vie. On vit pour une raison, et cette raison, c'est pour la vie.